Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Elle entrera dans les livres d'histoire, cette image de Theresa May annonçant devant les députés l'activation de l'article 50 du divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne. La première ministre britannique évoque un nouveau partenariat avec l'Europe, mais pendant 2 ans, elle va négocier les termes de sa séparation. 19 000 lois et règlements à revoir. Le Royaume-Uni pourrait devoir payer 60 milliards d'euros aux Européens. S'ouvre une période d'incertitude. Alors quel est l'impact sur l'économie ? À Paris, le MEDEF a organisé une matinale dédiée à l'élection présidentielle. Jacques Cheminade, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon se sont succédés à la tribune pour présenter leurs mesures en matière d'éducation, de formation, de travail et d'économie. Alors, qui a été le plus convaincant ? Enfin, Donald Trump passe à l'offensive contre les frondeurs du Congrès. Le président américain a déclaré la guerre à l'aile droitière de la majorité conservatrice. L'abandon du projet de loi sur l'assurance santé est un coup dur pour le président américain, alors qu'il doit obtenir un relèvement du plafond de la dette et faire adopter une réforme fiscale. Et on en parle tout de suite avec mes invités. Éric Heyer est avec nous, directeur de l'OFCE. Bonjour Éric. Jean-Dominique Giuliani. Bonjour, président de la Fondation Robert Schuman et auteur de Pour quelques étoiles de plus. Quelle politique européenne pour la France ? Et c'est aux éditions Ligne de repère, et ça vient de sortir. Et puis Philippe Manière est avec nous, président de Footprint Consultant, éditorialiste à Challenge et sur France Culture. C'est fait. Theresa May a activé l'article 50 du divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne. La première ministre britannique va négocier les termes de sa séparation pendant 2 ans. Je vous le disais, 19 000 lois et réglementations à revoir, c'est beaucoup. Le Royaume-Uni pourrait devoir même payer 60 milliards d'euros aux Européens. S'ouvre une période d'incertitude. Alors quel impact sur l'économie ? Quelques réactions qui datent de cette semaine et on en débat ensuite. Le processus de l'article 50 est désormais en marche. Le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Nous, les Allemands, mais aussi les autres partenaires de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, ne souhaitions pas arriver à cette situation. Nous perdons un État membre de l'Union européenne fort et important, mais nous respectons bien sûr la décision démocratique des électeurs britanniques. Nous sommes également conscients que nous devons rapprocher encore nos sociétés. Elles sont traversées par les mêmes tentations ou les mêmes pressions. Tentations qui pourraient être celles du repli, celles de la frilosité. Paradoxalement, il y a aussi du positif dans le Brexit. Le Brexit a réussi à rendre la communauté des 27 plus déterminée et plus unie qu'avant. Ce sur quoi nous travaillons, c'est un accord de libre-échange complet. Nous voulons et nous souhaitons qu'il soit le plus libéral et sans entrave possible. Nous ne voulons pas tout changer. Il y a beaucoup de bonnes lois européennes, beaucoup que nous approuvons. Mais il y aura aussi des choses que nous voudrons corriger. Et nous prendrons notre temps pour ça. Le Parlement aura tout le temps qu'il veut après que nous avons quitté l'Union pour corriger ce qu'il juge nécessaire. Eh oui, il a l'air un peu triste tout de même. Jean-Dominique Giuliani, qu'avez-vous ressenti, vous, ce fameux mercredi, le jour J ? Un immense gâchis, je crois, en réalité, parce que on voit bien que les Britanniques veulent garder un pied en Europe. Ils en avaient déjà un. Ils n'étaient pas totalement au sein de l'Union européenne. Donc, et je crois un gâchis parce qu'on va gaspiller beaucoup d'énergie pour essayer de trouver une formule qui convienne à tout le monde, qui ait le moins d'impact possible sur les femmes, les hommes et sur l'économie, bien sûr. Et on aurait pu faire l'économie de tout ça. Mais enfin, ceci dit, c'est devant nous et c'est définitif, n'est-ce pas ? L'article 50, il faut bien le lire. C'est désormais... Elle le dit, il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà. Mais juridiquement, il n'y a pas de retour en arrière. On peut toujours avoir un retour en arrière pendant la période de 2 ans. Mais je veux dire par là, c'est définitif. Alors, ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième alinéa de l'article 50, c'est que le pays tisseur peut vouloir négocier un bon accord de sortie. Mais ce n'est pas obligatoire. S'il n'y en a pas, dans 2 ans, c'est fini. Dans 2 ans, c'est fini. Éric, qu'avez-vous ressenti ? C'était historique tout de même, ce fameux mercredi. Historique, oui, mais c'était quand même dans le sens de l'histoire. Enfin, c'est-à-dire que l'Union, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est sorti petit à petit. Vous voyez, normalement, quand vous rentrez dans l'Union européenne, il y a des forces centripètes. Vous devez rentrer dans la zone euro. Normalement, tous les pays de l'Union européenne ont pour vocation d'entrer un jour dans la zone euro. Eux, ils n'ont cessé d'avoir des forces centrifuges et ils sont sortis petit à petit. Et donc, ils avaient quasiment un pied dehors. Et donc, voilà, c'est juste le sens de l'histoire.
l'histoire, ils ont mis le deuxième pied dehors. Enfin, c'est Churchill qui disait entre le grand large et l'Europe, on choisira toujours le grand large. Oui. Et donc petit à petit, ils étaient dans rien, même pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans la zone euro, pas dans le six-pack, ils n'avaient rien. Donc petit à petit, ils sortaient. Bon, là, ils sont sortis définitivement. Alors effectivement, c'est un grand gâchis. Effectivement, il va falloir pendant 2 ans savoir l'addition, connaître l'addition. Donc là, on la connaît pas vraiment. On en connaît quand même des petits impacts à court terme, c'est-à-dire qu'il y a bien eu une baisse de la livre sterling. D'ailleurs, c'est ça. Vous voyez qu'ils ont déjà perdu 10% de la livre sur toutes les grandes monnaies. Ça n'a pas eu la catastrophe, ça n'a pas entraîné la catastrophe. Mais parce que pour l'instant, c'est la seule, c'est la seule mesure. Donc ça, c'est plutôt positif pour les exportations, sauf que c'est quand même inflationniste. Alors pour l'instant, en tout cas, moi, c'est ma lecture, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas complètement arrivée. C'est-à-dire que globalement, il y a des marges des grands distributeurs qui ont absorbé cette hausse de l'inflation, qui est quand même réelle, mais qui est bien moins. Normalement, ils auraient dû prendre 3 points d'inflation. Ils en ont pris que 1,2, donc il y a à peu près un 8, et ça va venir. Et ça, le pouvoir d'achat des consommateurs va chuter. Donc, ça ne va pas être la catastrophe non plus. On peut rassurer. Le Royaume-Uni est au plein emploi. Ils vont peut-être prendre un demi-point, voire 1 point de chômage. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de faramineux. Mais dans 2 ans, on verra. Il y a aussi toutes les incertitudes. On sait qu'on n'aime pas les incertitudes. Donc, comment les investissements vont être gelés. Il y a tout de même beaucoup de choses à regarder. Philippe, c'est du gâchis. Moi, j'ai pas une vision très lyrique de l'Europe. Je pense que c'est une chose formidable, mais dont il ne faut pas non plus considérer que c'est l'alpha et l'oméga. Donc voilà, les frontières de l'Europe bougent. Si ça ne met pas en péril ce qui est, à mon avis, le grand acquis de l'Europe, c'est-à-dire, si tous les gars du monde voulaient se donner la main, moi évidemment, je suis pas contre. C'est comme le beau temps le week-end, je suis pour. Mais ça me semble pas purger complètement la question. Donc il y a des plus, il y a des moins, etc. Je vois bien en quoi c'est un inconvénient, au sens où ça risque de créer un précédent. Et c'est pour ça que c'est si important que le Brexit soit, comme l'Europe veut d'ailleurs le faire à juste titre, négocier de manière assez dure pour que personne ne se dise bon, moi j'ai tout intérêt à me retirer de l'Union, comme ça j'ai les avantages sans les inconvénients. Donc voilà. Après, moi ce qui me paraît le plus important, c'est un peu ce que c'est Jean-Dominique, mais je pense que ce qui est le plus frappant, c'est à quel point ça pèse vraiment sur eux. Vous savez, puisqu'on parle de l'Angleterre, parlons anglais, il y a cette expression que moi j'adore en anglais, self-inflicted wound, c'est une blessure auto-infligée. On va sûrement, nous les Européens, avoir des inconvénients dans cette affaire, mais probablement beaucoup moins qu'eux. Parce que oui, il y a cet avantage des coûts de production plus... Mais c'est un peu un suicide. Moi, je connais pas mal de gens qui travaillent au Royaume-Uni, ils me disent les investissements se sont arrêtés dans certains domaines. Ça se voit pas encore, mais les investissements sont arrêtés. Quelqu'un me disait ce matin, 80% de moins d'investissements dans son secteur. Il exporte au UK, au Royaume-Uni, et il a dû remonter les prix déjà 3 fois depuis 6 mois parce que ses coûts de fabrication transformés en livres, etc. Donc, on va avoir une baisse du pouvoir d'achat, on va avoir de l'inflation. La Banque d'Angleterre marche sur des œufs, mais la baguette magique, ça n'existe pas. Et donc, à un moment, c'est eux qui vont payer. Alors, ils s'en sont toujours tirés jusqu'à maintenant. Quand on leur a dit, vous rentrez pas dans l'euro, ça va être une catastrophe, ils ont franchement fait mieux qu'autre personne imaginait, puisque la principale place de traitement de l'euro est devenue Londres. Donc, méfions-nous, ils sont très très forts. Mais très probablement, ils viennent de s'infliger à eux-mêmes une blessure très forte qui ne nous fera pas, nous, souffrir autant qu'elle les fait souffrir. Jean-Dominique Giuliani, alors il y a en fait 3 grands sujets sur la table, pour résumer. Déjà, le débat ouvert sur la facture, ouvert d'ailleurs par Michel Barnier, qui, entre 55 milliards et 60 milliards, que devrait régler le Royaume-Uni aux Européens parce qu'ils se sont engagés sur un certain nombre de dépenses qu'en 2020, et donc ils devraient les payer. Le sort des 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni, ça va être aussi une priorité, et les Britanniques qui vivent dans l'Union européenne, il me semble qu'il y en a 1 million. Et puis, un peu plus. Un peu plus, Camillon, un peu plus. Et puis l'avenir des relations commerciales, alors ça, j'ai bien compris, c'est plutôt dans un deuxième temps. Alors qu'est-ce qui va poser le plus de problèmes ? D'abord, je crois que les deux parties sont d'accord pour que la priorité, ce soit d'essayer de régler le problème des personnes. Ceux qui vivent à Londres ou au Royaume-Uni, 3 millions, et puis 1 800 000, 900 000. 1 800 000. Donc, pour eux, c'est un vrai problème existentiel et à mon avis, on a raison de le mettre en haut du tableau. Mais est-ce qu'ils vont avoir un statut différent ? Alors, c'est très compliqué parce que autant on peut dire, ça va être facile de dire, on garantit leurs droits. Après, quand on rentre dans le détail, c'est pas facile, n'est-ce pas ? Quid des retraités qui sont en France, qui sont au Portugal, ont-ils accès aux soins, etc. Il y a peut-être possibilités qui tiennent au fait qu'ils sont dans l'Union européenne. Voilà. Et donc, il faut tout réécrire en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une réciprocité ? Et quid de ceux qui vont vouloir continuer à se déplacer ? Alors là, c'est encore plus compliqué. De tout ça
étant... Parce que ça va relever de la nouvelle politique d'immigration de la Grande-Bretagne, qui a priori sera plus dure. J'ajoute par exemple un clin d'œil, c'est que comme on a... Theresa May a invoqué le deuxième alinéa de l'article 50, tout ceci est vérifié par la Cour de justice de l'Union européenne, dont justement les Britanniques veulent sortir. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelques sujets de fâcherie. Ensuite, la facture, les Européens disent, vous voulez partir, Merkel vient de le rappeler, vous voulez partir, donc d'abord on se met d'accord sur les conditions du divorce. Mais Theresa May dit non, on va discuter en même temps de nos relations futures. Et alors là, on peut interpréter l'article 50 de manière différente. Bien sûr qu'on va parler des deux, mais les Européens disent d'abord... rendez l'argent que vous devez, puisque vous êtes impliqué dans des programmes qui vont courir après votre départ. Donc d'abord payer dans les 60 milliards. Alors on dit 55, 60 milliards. La Commission européenne n'a pas annoncé de chiffre définitif, mais on sait que c'est dans cette fourchette-là. Les Européens sont-ils durs? Doivent-ils être durs à l'égard du Royaume-Uni? Non, je crois qu'ils doivent être justes et se protéger, n'est-ce pas? Et protéger le système européen qui, quand même, est redistributif, contrairement à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Sur 7 ans, c'est 340 milliards d'euros de fonds structurels pour aider les régions en difficulté, les pays en rattrapage, etc. Donc les Britanniques sont impliqués, ont donné leur accord à tout cela. Donc à Bruxelles, on vous dit, bon, ils ont donné leur accord, donc jusqu'à ce que le programme se termine, c'est en 2024 en réalité, avec les effets comptables, ils doivent payer. Évidemment, quand vous dites ça aux électeurs britanniques, ils ne sont pas vraiment d'accord, ils ne comprennent pas. Oui, c'est compliqué. Theresa May, elle est entre finalement l'aile droite de son parti et puis d'un autre côté, les Européens. Oui, non, mais il y a plusieurs sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde la nature du Brexit, enfin pourquoi ils ont voté le livre, c'est essentiellement pour des raisons d'immigration et pour un peu un repli sur soi. Or, en fait, Theresa May dit l'inverse. Elle dit au contraire, il va falloir qu'on négocie avec l'Asie, avec les États-Unis, etc. Ils veulent renégocier avec l'ensemble des pays de la planète. Et surtout qu'on s'ouvre et qu'on soit un pays ouvert. Donc vous voyez que ça va un peu à l'encontre finalement des fondamentaux du Brexit et en tout cas de ce que voulait le peuple, entre guillemets. Et donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, sur la difficulté, est-ce qu'il faut être dur ou pas dur? Vous voyez qu'il y a une autre statistique qui doit être quand même en tête, c'est que le Royaume-Uni est très déficitaire par rapport à la zone euro. Donc si on est trop dur, vous voyez, quand vous avez un problème avec votre banquier, vous leur devez 10 euros, c'est votre problème. Quand vous lui devez beaucoup, c'est le problème du banquier. On est dans ce problème-là. Et compliqué, donc hard Brexit ou pas. Merci en tout cas de participer à cette émission. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Louise Pikowski avait 16 ans quand elle est morte à Auschwitz. En 1944, elle est arrêtée avec toute sa famille et aussitôt embarquée dans les trains de la mort avec des millions d'autres victimes du nazisme. Mais comme Anne Frank avait laissé son journal, Louise a laissé derrière elle l'ensemble de sa correspondance avec une professeure de son lycée parisien. À partir de ces lettres découvertes en 2010, France 24 retrace dans un reportage et un webdoc l'histoire tragique de Louise jusqu'au jour de son arrestation. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Excellence de Lindt, les arômes les plus riches, le cacao le plus précieux. Excellence, l'exaltation des sens, dans un trésor de finesse, si fin, si intense. Excellence, succomber aux notes douces et corsées d'Excellence 78% et à toute l'intensité d'Excellence. Lindt, maître chocolatier suisse. Fini les mauvaises surprises au moment d'acheter votre billet d'avion. Kayak vous montre le prix total, frais de paiement inclus. Rendez-vous sur kayak.fr. À la une de l'actualité, les excuses de la ministre d'Outre-mer au peuple de Guyane. Les discussions entre le gouvernement et les représentants de la société civile sont en cours. Le mouvement social dure depuis plus de 10 jours. Le Brexit, c'est maintenant et le président du Conseil européen, Donald Tusk, a dévoilé les grandes lignes de son plan de négociation pour la sortie du Royaume-Uni. L'Europe, en position de force, exige de régler le divorce avant de négocier les futurs accords avec Londres.
Et puis le message de Rex Tillerson à l'OTAN. En visite pour la première fois au siège de l'organisation à Bruxelles, le secrétaire d'État américain demande aux Européens de subvenir davantage à leurs besoins en matière de défense. Les États-Unis assurent à eux seuls 68% des dépenses de défense des membres de l'Alliance. Merci d'être avec nous sur France 24. L'ambiance était électrique hier entre les négociateurs guyanais et le gouvernement. Les négociations ont failli échouer, mais finalement, les discussions se sont engagées. La ministre de l'Outre-mer a fini par présenter ses excuses au peuple de Guyane. Peut-être le début d'une sortie de crise. Les précisions de notre envoyé spécial en Guyane, Fanny Lothaire. Oui, les ministres sont depuis très tôt ce matin au travail car la tâche est immense. Il faut répondre à plus de 600 pages de revendications avant samedi matin. Voilà l'ultimatum posé par les leaders des syndicats et des collectifs. Un ultimatum, mais dans la compréhension, dans le partage, l'échange, ont-ils dit, assez rassurés, assez soulagés des excuses prononcées par la ministre de l'Outre-mer, Erika Barretsch, hier soir au balcon de la préfecture de Cayenne. 600 pages de revendications, parmi lesquelles des mesures concrètes comme la création d'un nouveau commissariat, de nouveaux centres pénitentiaires, mais également l'apprentissage des langues maternelles, de l'histoire, de la géographie de la Guyane dans les lycées et les collèges du département. Et puis dans le secteur de la santé, un investissement pour la création de nouveaux centres hospitaliers. Voilà du côté des collectifs. Du côté des ministres, on a avancé un petit peu hier puisqu'ils ont annoncé quelques mesures concrètes également. De leur côté, l'investissement, l'engagement de 60 millions d'euros dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, mais il reste encore beaucoup à faire aujourd'hui. Les négociations doivent durer jusque tard dans la journée. Les excuses de la ministre ont sans doute détendu l'atmosphère et permis une reprise des discussions sur de bonnes bases. Des excuses qui en politique ne sont pas si rares. Rétrospective de nos confrères de France 3. Les excuses officielles d'une ministre au peuple guyanais, c'est une première pour un gouvernement confronté à une crise sociale en Outre-mer. Des propos qui ont permis de relancer les négociations après 10 jours de blocage, une stratégie qui a payé. C'est effectivement d'ordre tactique parce qu'il fallait calmer les esprits, parce qu'il faut trouver une solution et trouver une solution politique. Mais manifestement, la retombée de cette pression ne pouvait être faite qu'avec un acte, c'est pour ça que au-delà de l'excuse, il y a autre chose, un acte de reconnaissance de la dignité du peuple guyanais. Dans l'histoire de la politique française, diverses personnalités se sont livrées aux excuses, à la repentance. Récemment, Emmanuel Macron a déclenché la polémique en évoquant un sujet toujours brûlant, la colonisation en Algérie. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Il ne retirera pas ses propos, mais il s'excusera quelques jours plus tard auprès des pieds noirs, choqués par cette définition. Dans d'autres cas, il n'y a pas débat. En 1995, pour la première fois, un président de la République reconnaît officiellement la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Jacques Chirac met fin à un demi-siècle d'ambiguïté. Jeté sans ménagement. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. En Guyane, la ministre Erika Barretsch, elle, a présenté des excuses, mais qui engagent pleinement le gouvernement. Le bras de fer est engagé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'UE, en position de force, veut d'abord s'occuper des démarches du divorce avant de passer aux négociations pour les futures relations avec Londres. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a présenté les grandes lignes de son plan de sortie. Il devrait être adopté le 29 avril prochain. Voilà le document qui contient les grandes lignes du plan de négociation de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Dans cette feuille de route, les 27 États membres expliquent vouloir procéder par phase. Alors que Theresa May, la première ministre britannique, veut aller vite et négocier en parallèle la sortie du Royaume-Uni et les termes de sa future relation avec l'UE. Pas question pour les Européens dans un premier temps. Donald Tusk l'a répété à Malte où il a présenté le plan. Une fois et seulement une fois que nous aurons réalisé des progrès significatifs sur le retrait, nous pourrons discuter du cadre de notre relation future. Parmi les priorités des 27, clarifier le sort des plus de 3 millions de ressortissants européens au Royaume-Uni
et du plus d'1 million de Britanniques résidant dans un autre État membre. Et aussi lever les incertitudes sur la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. L'UE exige aussi que le Royaume-Uni respecte ses engagements financiers. Ils sont estimés autour de 60 milliards d'euros. Autre point de discorde, mercredi, lors du déclenchement de l'article 50, Theresa May a semblé conditionner la coopération sécuritaire avec les discussions sur l'obtention d'un accord commercial. Depuis, le gouvernement britannique s'évertue à dégonfler la polémique. L'engagement du Royaume-Uni pour la sécurité de la région, de l'Europe, est inconditionnel. Et ce n'est pas l'objet d'un marchandage dans les négociations qui ont lieu dans cette capitale. Des tractations qui seront l'objet du prochain sommet le 29 avril à Bruxelles, où les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne devront encore discuter et éventuellement adopter cette feuille de route. La première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, a annoncé vendredi avoir formellement demandé au gouvernement britannique le pouvoir d'organiser un second référendum d'indépendance, 2 jours après le déclenchement de la procédure de sortie de l'Union européenne. La dirigeante du parti national écossais, SNP, a fait parvenir une lettre à la première ministre britannique, Theresa May, dans laquelle elle souligne que le peuple écossais doit avoir le droit de choisir son propre avenir. Le message de Rex Tillerson à l'OTAN, le secrétaire d'État américain en visite pour la première fois au siège de l'organisation à Bruxelles, exige des Européens qu'ils augmentent leurs dépenses en matière de défense. Le correspondant de RFI à Bruxelles, Pierre Benazé, nous en dit plus. C'est d'ailleurs une demande qui avait été formulée de très longue date par les États-Unis. C'est probablement une requête quasiment aussi vieille que l'Alliance Atlantique, formulée par les Américains, que les alliés européens payent leur juste part. D'ailleurs, Donald Trump l'a répété récemment, après son accession à la Maison-Blanche, que les Européens devaient assurer leur part des dépenses. Rex Tillerson l'a martelé aujourd'hui devant ses 27 homologues ministres de la Défense. Ici, il faut savoir que depuis 2014, c'est désormais inscrit dans les textes de l'Alliance Atlantique. Chaque pays doit dépenser au moins 2% de son produit intérieur brut en dépenses militaires. Et sur l'ensemble des alliés, seuls 8 atteignent cet objectif, entre 2 et 3%. 8 dont par exemple la Turquie, le Royaume-Uni et la France. Il est possible qu'ils entendent cet appel. Tout dépendra évidemment des décisions budgétaires prises après les élections françaises et allemandes cette année. Mais on sent déjà que l'inquiétude géopolitique en Europe orientale a poussé certains pays comme les Baltes ou les Polonais à augmenter de manière significative leurs dépenses. L'appel des États-Unis, réitéré aujourd'hui par Rex Tillerson, a de fortes chances d'être entendu, au moins dans un premier temps. Quels sont les liens entre l'entourage du président des États-Unis, Donald Trump, et certains responsables russes? Une question à laquelle la commission du Sénat américain va tenter de répondre en auditionnant, entre autres, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Il est la personnalité la plus proche du président à être auditionné par la commission. On retrouve notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Gallagher, dans cette affaire, il y a aussi Michael Flynn, l'ancien conseiller de Donald Trump. Il se dit prêt à parler, mais il veut une immunité en contrepartie. Oui, effectivement, et en quelque sorte, c'est une déclaration choc d'un homme qui a dû démissionner récemment après qu'il ait menti au vice-président concernant des contacts qu'il a eu avec notamment l'ambassadeur russe ici à Washington DC avant l'investiture de celui qui est devenu le président, à savoir Donald Trump. Et à présent, eh bien, cet ex-conseiller à la sécurité nationale, un proche du président républicain, dit, et vous l'avez cité, qu'il est prêt à témoigner, mais à condition de bénéficier d'une immunité. Et cela choque, c'est vrai, dans une certaine mesure, puisque cela vient d'une personne qui, il y a tout juste quelques mois, en septembre 2016, se tenait à côté de Donald Trump lorsqu'il était l'un de ses plus proches conseillers durant la campagne, qu'il était monté sur scène, donc à côté de Donald Trump, en disant que les aides d'Hillary Clinton, la rivale démocrate de Donald Trump, qui avait demandé l'immunité
invité pour témoigner dans l'affaire, dans le cadre de l'affaire concernant l'utilisation que l'ancienne secrétaire d'État aurait fait d'un serveur privé pour gérer des emails. Eh bien, ces aides demandaient l'immunité et selon Michael Flynn, demander l'immunité, c'est la preuve d'une culpabilité. Eh bien, voilà qu'il se retrouve lui aussi à présent justement à demander cette immunité. Alors, preuve d'une culpabilité ou non, en tous les cas, Donald Trump, le président, a volé à sa rescousse dans un tweet en affirmant que Michael Flynn, son ex-conseiller à la sécurité nationale, a raison de demander l'immunité car ce à quoi il est exposé n'est ni plus ni moins qu'une chasse aux sorcières et donc il doit se protéger. Il y a la guerre, autre personnage clé dans la tourmente, le parlementaire Devin Nunes. Oui, effectivement, qui est le président de la commission chargée d'enquêter, encore une fois, sur cette affaire d'éventuels liens entre des Russes et des membres dans l'entourage du président, mais aussi sur l'interférence des Russes dans le processus électoral lors de la dernière présidentielle. Devin Nunes, c'est le président de la commission à la Chambre des représentants et non pas au Sénat, puisque là aussi, il y a une enquête sur le même sujet. Et Devin Nunes, effectivement, il est dans la tourmente car sa commission est au point mort, elle est entachée des accusations qui pèsent à son encontre après qu'il ait révélé à la presse avoir eu des contacts, notamment avec la Maison-Blanche. Et il y a eu entre des membres de la Maison-Blanche, donc des équipes de Donald Trump et lui-même, Devin Nunes, des échanges de secrets, de la divulgation d'informations sans passer par les canaux habituels et notamment par la commission dont il a la charge pour enquêter sur d'éventuels rapports, liens entre les Russes et des membres des équipes de Donald Trump. Devin Nunes qui pour l'instant refuse de se retirer de la présidence de cette commission alors que beaucoup l'accusent d'être partial et de servir les intérêts d'un président qui, de près ou de loin, fait l'objet de soupçons dans le cadre de ces enquêtes. On en reparlera sans doute avec vous de cette affaire Gallagher, notre correspondant à Washington. C'est une première au Proche-Orient depuis plus de 20 ans. Une nouvelle colonie va voir le jour au nord de Ramallah, en Cisjordanie. Israël a donné son feu vert à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cette nouvelle colonie sera construite pour reloger les colons d'Amona, une colonie sauvage démantelée le 6 février dernier à la demande de la Cour suprême israélienne. Ces quelques dizaines de familles de colons d'Amona, expulsés manu militari en février sur décision de la justice israélienne, seront finalement relogés dans une autre colonie illégale aux yeux du droit international. Le cabinet de Benjamin Netanyahou a confirmé jeudi soir la déclaration du Premier ministre faite plus tôt dans la journée. J'ai fait la promesse que nous installerions une nouvelle colonie. Je m'y étais engagé en décembre et nous allons tenir cette promesse. Hasard du calendrier, c'est le jour où les Palestiniens célébraient la journée de la terre qu'ils ont appris la première création d'une nouvelle colonie israélienne sur un territoire palestinien depuis plus de 25 ans. Celle-ci, qui se nommera Geulat Zion, sera construite au nord de Ramallah, non loin de l'ancien site d'Amona. De quoi ajouter à la colère des responsables palestiniens après l'annonce de plusieurs extensions de colonies existantes depuis le début de l'année. Cela veut dire que Netanyahou n'a qu'une politique, celle de continuer et d'étendre les colonies et de tuer une solution à deux États avec ces constructions. C'est un développement très dangereux et cela requiert une pression internationale immédiate sur Israël. Une pression internationale qui se résume pour l'instant à une déclaration de principe du secrétaire général de l'ONU. L'ONG israélienne La Paix Maintenant ne peut de son côté que constater la victoire idéologique des colons. En cédant aux pressions des colons, Netanyahou conduit Israéliens et Palestiniens tout droit à une réalité à un seul État, synonyme d'apartheid. D'autant que le nouvel ambassadeur américain en Israël, qui prêtait serment mercredi, doit prendre ses fonctions dans les prochaines semaines. David Friedman, lui-même partisan et financier de la colonisation. La société américaine SpaceX a lancé jeudi soir sa fusée Falcon 9 depuis Cap Canaveral, un succès. Pour la première fois, le premier étage de la fusée a été recyclé. Le succès de cette opération pourrait avoir des conséquences importantes sur les prochains lancements spatiaux. Il pourrait permettre de réduire les coûts de mise sur orbite grâce à une économie de matériel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Louise Pikowski avait 16 ans quand elle est morte à Auschwitz.
En 1944, elle est arrêtée avec toute sa famille et aussitôt embarquée dans les trains de la mort avec des millions d'autres victimes du nazisme. Mais comme Anne Frank avait laissé son journal, Louise a laissé derrière elle l'ensemble de sa correspondance avec une professeure de son lycée parisien. À partir de ces lettres découvertes en 2010, France 24 retrace dans un reportage et un webdoc l'histoire tragique de Louise jusqu'au jour de son arrestation. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Trouvez la voiture de location qu'il vous faut sur kayak.fr. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.